Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. À la une d'actualité de ce samedi matin, Gérard Collomb a choqué donc hier vendredi matin lors de sa première visite officielle à Calais en tant que ministre de l'Intérieur, du moins à gauche, puisque deux partis ont officiellement réagi à son refus d'ouvrir un centre d'accueil pour les migrants pour éviter, selon lui, un grand appel d'air. Et même donc pour ce magazine ce samedi matin, nous parlerons de ce qu'on appelle les maladies rares. Les maladies rares, qu'est-ce que c'est? Comment se manifestent-elles? Comment peut-on savoir qu'un individu est atteint d'une maladie rare? Pour en parler, donc, ce matin, nous sommes avec deux charmantes dames et un jeune homme. Face à moi, elle s'appelle donc... Bonjour Muriel Eras. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes donc la déléguée départementale de Alliance Maladie Rare, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Très bien. À l'entame, si on vous dit maladie rare, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela évoque en fait? En fait, une maladie rare, la seule définition qui est donnée pour une maladie rare, c'est par rapport au nombre de personnes touchées en fait par cette maladie. Et on considère qu'une maladie est rare quand il y a moins d'une personne touchée sur 2000. Si je comprends bien, c'est par rapport au nombre de personnes en fait qui sont porteuses de cette maladie-là. Voilà, tout à fait, parce que en fait le nombre de maladies rares, en fait, on estime qu'il y a environ entre 6000 et 8000 maladies rares. En fait, il y en a 5 qui sont découverts tous les mois à peu près. Donc, c'est très vague comme chiffre parce qu'on peut regrouper des maladies sous plusieurs maladies rares sous un ensemble, enfin bon. Donc, il y a entre 6000 et 8000 maladies rares qui sont d'origine et qui ont des symptômes totalement différents. Donc, la définition, c'est vraiment que c'est une maladie qui touche une personne sur 2000. Sur 2000, très bien. Également avec nous, donc, à votre droite, c'est-à-dire à ma gauche, elle s'appelle Christine Kiffer. Bonjour, Madame Kiffer. Bonjour, monsieur, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pluriel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la maman du jeune Vincent qui est à votre gauche. Bonjour, Vincent. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Ce matin, Vincent aura donc l'occasion de nous parler de comment il vit cette maladie-là et voilà, comment elle se manifeste et ainsi de suite. Et en tout cas, pour moi, il a l'air bien et je pense qu'il va nous expliquer les choses tranquillement. Également en ligne, nous avons une auditrice qui forcément nous fera donc un témoignage. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous appelez s'il vous plaît? Alors je m'appelle Marie Garnier. Oui. Et je suis Saint-Priotte. Oui. Je suis déléguée régionale Rhône-Alpes de l'association française du syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, qu'est-ce que c'est? Alors le syndrome de Rett, c'est une maladie rare. C'est une maladie génétique qui touche principalement les filles dans les premiers 18 mois de la vie. Donc après une période de développement plus ou moins normale, il y a une période de régression. Oui. Avec une perte volontaire des acquis, perte de l'utilisation des mains avec stéréotypie associée, perte de la marche, perte de la parole et polyhandicap sévère. Donc c'est la première cause de polyhandicap chez la fille en France. Et vous aujourd'hui, alors vous êtes parent de... Tout à fait. Oui. Je suis maman d'une jeune adulte qui s'appelle Anaïs, qui a 28 ans. 28 ans. Et qui est porteuse de cette pathologie. Alors, vous, personnellement, en tant que parent, comment vous le vivez? Alors, comment on peut vivre le fait d'avoir un enfant touché d'une maladie rare? C'est très compliqué. C'est très compliqué, notamment dans les premières années et puis dans la découverte de cette maladie. On est confronté à une injustice. C'est-à-dire que... Puis on ne connaît pas, en plus. Oui, depuis combien de temps votre fille souffre de cette maladie? Alors, depuis qu'elle est toute petite... Disons que la pathologie a été diagnostiquée, elle avait 8 mois.
Donc, depuis pratiquement 28 ans. C'est ça. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ah, bien sûr, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Donc, on a de l'espoir parce qu'on a la chance d'avoir donc une association qui est très dynamique. On a la chance aussi de pouvoir financer, grâce à toutes les actions qu'on mène, donc la recherche, de mettre en place des protocoles de soins. Donc, tout ça, c'est de l'espoir. Et puis, bon, si on n'a plus d'espoir, c'est dramatique. Il faut continuer toujours à avoir de l'espoir. Très bien, il faut continuer à avoir tout l'espoir. Alors, madame, restez avec nous déjà. Merci beaucoup d'être des nôtres, d'avoir accepté de contribuer à cette émission pour éclairer les autres auditeurs et aussi témoigner de votre combat. Tous les samedis, de 9h à 10h. Ce matin, nous allons essayer de faire une espèce d'autopsie, passez-moi l'expression, découvrir à l'intérieur ce qui s'y cache et comprendre pourquoi ces maladies dites orphelines, ces maladies rares aujourd'hui, semblent ne pas forcément susciter un grand engouement auprès de l'opinion et forcément aussi auprès des décideurs. Muriel Héras, depuis combien de temps vous êtes dans cette association? Eh bien, je suis dans cette association depuis 2009. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors, des avancées au niveau... comment ça, des avancées au niveau alors, des thérapies, au niveau de la prise en charge, c'est vaste en fait. De manière générale, au niveau de la prise en charge aujourd'hui, est-ce que il est simple d'être pris en charge lorsqu'on suit une maladie rare? Ah non, pas du tout, non. En fait, c'est justement l'un des combats de l'Alliance Maladies Rares et de toutes les associations de patients d'ailleurs, c'est que les malades puissent être pris en charge correctement, puissent être diagnostiqués correctement, puissent avoir une qualité de vie qui se rapproche de celle des personnes qui ne sont pas atteintes de maladie. Pourquoi ça coince en fait? Ça bloque à quel niveau? C'est essentiellement, à mon avis, à cause de la rareté de chacune des maladies et puis de la méconnaissance. Voilà, parce que quelque chose qui est rare, on ne le voit pas souvent, donc on ne le connaît pas. Quelque chose qui est rare, ça, finalement, comme on ne le voit pas souvent, ça ne va pas nécessairement intéresser pour faire de la recherche sur un traitement. Voilà, c'est ça, essentiellement la méconnaissance. Et en fait, on essaye au sein de l'Alliance de sortir sortir les maladies rares de l'anonymat. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, on dit maladies rares. Simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait entre 6 et 8 000 maladies rares qui existaient. Et ce qui fait que, en gros, on considère en France qu'il y a presque 3 millions de personnes qui sont touchées. Donc 3 millions, c'est pas si petit que ça comme nombre. Donc il y a une phrase qui a été dite un jour à l'Alliance qui est en fait les maladies sont rares, mais les malades sont nombreux. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Et c'est pour ça que l'Alliance est un collectif d'associations qui va essayer de résoudre les problèmes, de sortir les maladies rares de l'anonymat, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une façon générale, en fait. Pas une maladie en particulier, mais d'une façon générale. Je me tourne vers Madame Kiefer. À quel moment et comment a-t-il diagnostiqué le mal de votre fils? D'abord, de quoi souffre-t-il? Vincent est porteur du syndrome X fragile. C'est une maladie rare de 12 000 personnes touchées, principalement les garçons. Un garçon sur 4 000 et une fille sur 7 000. Les 12 000 où? En France ou dans le monde? En France. En France. Et à quel moment le diagnostic est posé? Alors moi j'ai un cas un petit peu particulier, mais avec beaucoup de similitudes quand même avec d'autres familles. Vincent, tout petit, est allé à la crèche, où là j'ai commencé à être harcelée, je vais le dire comme ça, par la pédiatre qui me disait « Mais votre fils a quelque chose qui va pas, il a pas d'interaction avec les autres, il a très peur de lui-même, il communique pas beaucoup. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose, madame, vous devriez aller consulter. » Et je me suis un petit peu braquée en disant que j'étais finalement la maman et la meilleure personne pour voir si mon fils avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, fait est de constater qu'au bout d'un moment, il y a eu effectivement des retards de langage, des retards à la marge, des énormes colères où Vincent s'automutilait.
Et là, au franchissement d'école, on a décidé d'aller consulter et on a eu beaucoup de chance à ce moment-là parce qu'on a rencontré effectivement la bonne personne. On a eu un neuropédiatre qui a fait un cariotype et là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que Vincent était porteur de l'X fragile. Vous dire aussi que parallèlement, il était suivi en ville par un autre pédiatre qui n'a jamais vu les difficultés de Vincent, qui n'a jamais perçu le retard. Moi, je dois dire que l'annonce du diagnostic est encore quelque chose de très difficile et c'est une maladie qui est encore sous-diagnostiquée. Comme disait Madame Heras, comme c'est rare, les pédiatres, les neuropédiatres n'y pensent pas systématiquement et on a encore des diagnostics tardifs où on a eu tendance à culpabiliser la maman ou les parents en disant qu'ils voyaient trop loin, qu'ils étaient trop polarisés sur l'enfant, qu'il y avait une carence éducative. Or, la maladie est bien là et à partir du moment où il y a du retard, il faut absolument qu'on se pose la question d'une maladie génétique. Christine Kifferdon, dans votre cas, lorsque Vincent montre ces signes, on pointe du doigt le parent qui n'assume pas, c'est ça? Oui, et c'est encore le cas. Pour faire des témoignages auprès de parents, puisque je suis pris la présidence de l'association nationale du X fragile, qui s'appelle maintenant le Goéland, c'est non seulement sous-diagnostiqué, et il est plus facile de culpabiliser les parents que d'aller à la recherche d'un diagnostic, malheureusement. Très bien. Nous allons prendre donc une autre auditrice qui nous a rejoint. C'est Madame Varela. Bonjour, Madame Varela. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Dites-nous, dans votre cas, vous êtes parent, j'imagine, aussi d'un enfant qui souffre? Oui, je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui est atteinte d'une maladie orpheline génétique. À quel moment elle a 3 ans et à quel moment le diagnostic a été posé? Alors, pour vous raconter un petit peu l'historique, donc cet enfant est né au Mans et elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse, qui touche donc la peau et les muqueuses. Et c'est au moment de sa naissance, à peu près 1 heure après sa naissance, qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un bout de peau dans son dos d'à peu près 3 par 5 cm. Ça ressemblait vraiment à une brûlure 3e degré. Alors sur le coup, personne ne s'est trop affolé, on a pensé que ça pouvait être au moment du passage, tout simplement. Et puis quand j'ai commencé à l'allaiter, des bulles sont rapidement apparues sur ses gencives et sur ses lèvres. Et enfin, quand ils ont fait le test du Guthrie le 3e jour sur la main, quand ils me l'ont ramené, ça lui avait arraché toute la peau de la main. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec sa peau, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et par chance, il y avait une personne au service dermatologie du Mans qui avait fait un stage au centre Magec à l'hôpital Necker à Paris, donc le centre des maladies génétiques à expression cutanée, qui rapidement nous a parlé de cette possibilité d'une carence d'une protéine, puisque c'est effectivement le manque d'une protéine qui est à l'origine de cette maladie. Et on a obtenu un rendez-vous à Necker, je dirais à peu près 3 semaines après sa naissance, et donc on a eu la chance, pour le coup, d'avoir un diagnostic rapidement. Bien. Voilà qui est clair. Alors, dans votre cas, le diagnostic a été posé. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle vit avec cette maladie? Comment est-ce qu'on vit avec cette maladie? Alors, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour nous l'été que l'hiver, ça c'est sûr, il faut le savoir. La chaleur est source de frottement, de transpiration, de bulles. Donc, spontanément, avec la chaleur, la peau arrive même à se décoller et à faire des ampoules. Comme nous, on peut avoir une ampoule suite à une friction importante, sauf que elle, c'est la simple couture d'un vêtement qui peut arriver à lui faire ses bulles et ses décollements cutanés. Donc pour nous au quotidien, ça suppose de percer ces bulles ou de les découper quand elles sont très grosses, de les assécher, d'appliquer des pansements très spécifiques qui sont normalement utilisés pour les grands brûlés. Donc au quotidien, c'est beaucoup de soins. Chaque bain chez nous, c'est minimum 1 heure. Et le gros problème, surtout sur un enfant de cet âge, bien sûr, c'est les chutes qui sont inévitables. Et donc, il faut savoir qu'une fois que la peau a été arrachée une première fois, la cicatrisation ne se fait jamais complètement du fait de ce manque de collagène 7 et elle reste fragilisée pour toujours. Et donc, on essaie de protéger au mieux les zones les plus exposées que sont les genoux, les coudes, les pieds avec le frottement dans les chaussures, les mains, bien sûr. Et avec la chaleur, il y a en plus un gros problème supplémentaire qui pose vraiment beaucoup qui met vraiment à mal la qualité de vie au quotidien de toutes les familles, tous les parents d'enfants papillons, puisqu'on les appelle comme ça, ils ont la peau aussi fragile que les ailes d'un papillon. C'est donc les démangeaisons, cette grosse difficulté. Ils se grattent énormément et ils se grattent tellement qu'ils s'arrachent la peau, et plus particulièrement l'été. Est-ce que la maladie est prise en charge aujourd'hui? La maladie est prise en charge, oui. Nous, on est suivis
suivi en l'occurrence à l'hôpital Necker à Paris, qui est donc le centre de référence. Il y en a également un à Nice, avec des consultations pluridisciplinaires, puisque c'est une maladie effectivement qui nécessite vraiment de voir aussi bien des ophtalmos, des stomatologues, des diététiciens, des kinés, des ergothérapeutes, bien sûr des dermatologues, enfin voilà, toute une panoplie de spécialistes pour s'assurer que les muqueuses aussi ne soient pas touchées. L'œil est malheureusement aussi une muqueuse. C'est une maladie qui a quand même un côté dégénératif au fil du temps, donc avec qui engendre à force de cicatrisation une rétractation des articulations, donc souvent avec un fusionnement des doigts de la main, et donc une perte d'utilisation de la main. Donc voilà, on est suivi, effectivement, la maladie elle est connue, mais c'est une maladie orpheline qui fait que chaque cas, chaque mutation à l'origine de la maladie est différente. Donc c'est vraiment difficile d'avoir un cadre, une idée de comment va pouvoir évoluer la maladie, puisque chaque patient est un monde. Chaque patient est un monde. Merci beaucoup, Madame Varela, pour votre témoignage qui est assez poignant. Nous revenons dans ce studio. Je me tourne vers Madame Heras. Dans un cas comme celui-ci, habituellement, comment ça se passe dans l'association? Alors là, en fait, donc nous avons eu le témoignage d'une personne qui fait partie d'une association de patients. Donc les prises en charge, en fait, tout se fait au sein de l'association de patients. Moi, donc, comme je vous ai dit, je représente l'Alliance Maladies Rares, qui est un collectif d'associations. Alors, pourquoi un collectif d'associations ? C'est simplement parce que, comme je vous dis, comme les maladies sont rares, pour certaines maladies, il y a très peu de malades qui existent. Parfois, il n'y a pas d'association ou il y a des associations qui ont un très petit nombre d'adhérents. Ces associations-là, elles sont petites. Donc, elles ne peuvent pas se faire vraiment entendre par les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que... forte de cette constatation, il y a une quarantaine d'associations qui se sont posé la question et pourquoi on s'allierait pas, pourquoi on s'associerait pas pour faire ce qu'on appelle une association chapeau, une association parapluie, ombrelle, comme on dit en anglais, pour rassembler, être plus fort en se rassemblant. Et c'est de là qu'en gros l'Alliance Maladies Rares a été créée en février 2000. Donc ça, pour revenir à votre question, c'est que l'Alliance Maladies Rares ne va pas s'occuper de cas particuliers. Ça, c'est le rôle de chaque association et surtout, on laisse ce rôle-là aux associations. L'Alliance Maladies Rares n'est pas là pour prendre le pas sur les décisions prises au sein de chaque association. Par contre, l'Alliance va être là pour les soutenir, pour les aider à développer l'association, aider en faisant des formations, des formations à l'écoute, par exemple, des formations pour développer au niveau juridique, pour développer un conseil scientifique, voilà. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Pour ceux et celles qui sont là, nous, qu'à ce moment, nous recevons donc les responsables et les membres du collectif Alliance Maladies Rares. Nous avons des parents et même un enfant, un jeune qui s'appelle Vincent, à qui nous allons demander maintenant de nous dire un tout petit peu comment il vit cette difficulté. Une fois de plus, bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, racontez-nous. Je le vis bien. Après, il faut s'adapter. J'ai du mal à parler avec les autres, communiquer, voilà. Quand vous dites que vous avez du mal, vous êtes embêté, je ne peut-être pas des mots, hein. Vous avez peur des autres, vous êtes gêné, comment vous le ressentez à l'intérieur? Je suis un peu gêné, mais j'essaie de faire avec, et voilà. Qu'est-ce qui cause la gêne? C'est la présence de l'autre ou alors c'est tout à l'intérieur de vous? C'est à l'intérieur. Et là, apparemment, vous êtes en direct dans une radio. Et ce qui est exceptionnel, ce qui est merveilleux, pas exceptionnel, mais ce qui est merveilleux, c'est que si moi je n'avais pas dit aux auditeurs que vous êtes en difficulté, déjà, comment on appelle cette maladie? L'ex fragile. L'ex fragile. C'est-à-dire que
Et dans ex-fragile, il y a fragilité, c'est ça? Ouais, un peu. Un peu. Donc, si je n'avais pas annoncé que Vincent a cette difficulté, cette maladie, on ne l'aurait pas su. Mais généralement, donc, vous-même, est-ce que vous le dites aux autres? Non, je préfère pas le dire, je Et le c'est garde qui? pour moi. D'accord. Et donc, Vincent, vous souffrez de ça depuis combien de temps? Je sais plus, ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps déjà. Et maintenant, en dehors du contact avec les autres, vous-même au quotidien, quand vous vivez, Ben, je vis bien. vous êtes après. bien. Donc, c'est plus le rapport autrui que vous met en difficulté. Ouais, c'est ça. Vos études, vous les poursuivez bien aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, je le vis bien. Après, il faut juste s'adapter. Après, c'est tout. Hein. D'accord. Apparemment, maman est à côté de la maman, madame Kiffer à côté de Vincent. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, madame Kiffer? Oui, je voulais dire que les études ont été très écourtées puisque cette maladie crée une déficience intellectuelle. C'est quand même la deuxième cause de déficience intellectuelle chez l'enfant après la trisomie 21. Donc, qui dit déficience intellectuelle dit difficulté dans les apprentissages. Donc, Vincent a eu un parcours un petit peu particulier. Donc, je voulais juste intervenir parce que vous parliez d'études. Oui. On a essayé au maximum qu'il se maintienne dans un milieu ordinaire, mais au bout d'un moment, on C'est est pas obligé, évident. voilà, de passer le cap. Bien, nous avons notre auditrice Sane Prior qui est toujours en ligne avec nous. Madame, bonjour une fois de plus. Oui, bonjour. Bien, nous allons revenir sur votre cas parce que le souhait ce matin, c'est d'essayer de comprendre au cas par cas comment chaque personne qui a un proche ou qui souffre d'une maladie rare vit cela. Reparlez-nous un peu de votre cas précisément. Alors, mon cas, Anaïs a été diagnostiquée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc elle avait 8 mois à peu près. Donc après, effectivement, ça a été, elle est née en 88, donc c'était en 89. Donc à l'époque, on n'avait pas tous les moyens de communication qui existent maintenant. Et l'association française du syndrome de Rett, dont dépend sa pathologie, a été créée donc en novembre 88, c'est-à-dire le mois et l'année de naissance de ma fille. Donc c'était une maladie qui était très peu connue à l'époque. Donc moi, quand on me l'a diagnostiquée, il y a beaucoup de praticiens qui ont vu donc ma fille après, qui m'ont dit qu'elle n'avait pas le syndrome de Rett parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Donc ça a été une errance pendant des années. Cela a duré combien de temps? De diagnostic. L'errance dont vous parlez a duré combien de temps? Elle a duré jusqu'en 2010. Donc vous voyez, c'est récent. Alors 2010, pourquoi? Parce que moi, donc, je suis auteur, donc j'écris des livres et j'ai écrit mon témoignage. Et suite à la parution de ce livre, j'ai la présidente de l'association française du syndrome de Rett qui m'a contactée et qui m'a dit, mais votre fille a le syndrome de Rett? Je lui ai dit, oui, peut-être, je sais pas, à vrai dire. Et elle m'a invitée donc aux journées d'information, puisque chaque année, il y a des journées d'information qui sont destinées aux familles. Et cette année-là, les journées d'information avaient lieu à Reims. Et je suis arrivée donc à Reims. Et là, ça a été une révélation. J'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des enfants. Et ça a été un autre tsunami dans ma vie, parce que là, j'ai pris conscience que ma fille avait vraiment cette pathologie. Et aujourd'hui, votre fille, comment elle vit avec cette pathologie? Alors, comment elle vit? C'est un polyhandicap sévère. Donc, je dirais que avec polyhandicap sévère, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas, qu'elle ne parle pas, qu'il y a une déficience mentale, qu'il y a de l'épilepsie, qu'il y a plein de choses. Donc, comment elle vit? Alors, je dirais que par rapport aux premières années, qui ont été très compliquées, puisque c'était une prise en charge qui était lourde, Anaïs pleurait beaucoup. Il y avait donc toute la recherche au niveau des praticiens qui étaient à faire, la recherche au niveau des centres spécialisés pour l'accueil. Donc maintenant, je dirais que je la sens très sereine, malgré tout ce qu'elle a traversé, parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations aussi. Hein. Dites-moi, est-ce qu'elle est consciente de ce dont elle souffre? Alors, Andreas Rett, qui a découvert cette maladie, disait « Elles comprennent tout, mais ne savent pas quoi faire de cette compréhension. Elles parlent avec leurs yeux. » Donc, ces enfants sont des enfants qui ont des regards qui sont très pointés. Donc, elles vous regardent droit dans les yeux. Moi, je dirais qu'elle comprend beaucoup de choses. Comment... Après, je saurais pas quantifier ce qu'elle comprend. Mais je suis convaincue qu'elle comprend beaucoup de choses. Parce que, comme vous le dites, quelqu'un qui regarde droit dans les yeux a conscience de l'instant présent. Ça veut dire, en fait, que quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux communique avec vous d'une certaine manière. Et comment réagit-elle généralement? Alors, comment elle réagit? Elle est à la recherche de l'adulte. Elle recherche le contact.
Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Après, comment elle réagit? Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une enfance qui est très rare. J'ai la chance d'avoir une enfant qui est très gaie, donc qui ne parle pas, mais qui chantonne tout le temps. D'accord. Donc, il chantonne tout le temps, mais que des chansons connues. Donc, ça veut dire, pour moi, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose vraiment qui... Il y a de la vie, il y a de la joie. Il y a de la vie, il y a un lien, il y a une compréhension. Parce que pour chanter, il faut avoir de la joie dans le cœur, ça c'est sûr. Ah oui, tout à fait. On chante difficilement dans une réelle situation de tristesse. Et l'entourage, comment les autres vivent avec vous? Alors, maintenant, je dirais que Anaïs, 28 ans, bientôt 29, on va dire que j'ai fait le plus gros du chemin, si l'on peut dire, avec l'acceptation, on va dire, de la pathologie d'Anaïs. Les autres vivent avec Anaïs comme si elle était pas malade, quoi, je veux dire. C'est parfois d'ailleurs compliqué parce qu'on aurait parfois envie de parler de la maladie, mais on fait comme si tout allait bien, elle est acceptée telle qu'elle est, voilà. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. Donc, si je peux me permettre, donc je vous disais, donc l'association est là pour soutenir les familles, pour les accompagner, parce que c'est vrai quand on se retrouve un petit peu confronté à l'annonce d'une maladie rare, c'est très compliqué. Donc on a donc un site, donc c'est afsr.fr, sur lequel on peut trouver toutes les informations, avec un numéro, et on est là pour accompagner donc les familles, pour leur apporter. Vous retrouvez où et quand habituellement? Alors tous les ans, donc on se retrouve. C'est pas toujours les mêmes lieux. Donc cette année et l'année dernière, on a fait des journées d'information à Centaur Park en Sologne. Donc là, c'était aussi un moyen d'offrir aux familles un moment de répit. Donc ce moment de répit qui était accompagné donc de plein de choses, puisqu'on avait donc on avait des professionnels qui étaient là pour accompagner les familles, des diététiciens, des kinés, enfin tout un tas de praticiens qui étaient là pour accompagner les familles, et donc ce week-end qui était là aussi pour permettre aux familles de passer un moment entre elles, mais un moment agréable. Donc sinon, c'est Paris, on change de ville pour justement que toutes les familles n'aient pas à parcourir beaucoup de kilomètres chaque fois. À part Madame Kiffé veut réagir, allez-y. Oui. Merci cette auditrice d'avoir mis en avant l'action des associations. Je suis moi-même présidente de l'association, bien sûr, X Fragile, et je trouve que c'est très important de se rapprocher, quand on est porteur d'une maladie rare ou parent, de se rapprocher d'une association qui mène une action, à mon avis, indispensable, notamment pour que les familles se sentent pas isolées, se sentent pas tout seules avec cette maladie, toutes seules avec leurs difficultés. Et c'est bien là l'importance et le rôle des associations, qui permet aussi aux parents de se retrouver, d'échanger des trucs et astuces, et puis de se tenir systématiquement au courant des avancées et des progrès concernant la maladie. Absolument, absolument, et c'est vraiment le rôle des associations de permettre moi, en tant que maman d'une grande fille, c'est vrai que je suis dans cette dynamique-là parce que j'ai envie d'apporter aux jeunes enfants, parce que moi j'ai pas eu à l'époque. Donc oui, c'est vraiment le soutien, c'est la recherche, parce que la recherche ça fait aussi partie de la dynamique. Et puis continuer, on parlait d'espoir tout à l'heure, continuer à transmettre et à véhiculer cet espoir. Est-ce que c'est évident comme travail pour un parent? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous le faites de manière naturelle, spontanée et simple. Est-ce que c'est vraiment évident au quotidien? Moi, je pense qu'on est des mamans extraordinaires. Voilà, parce qu'on n'a pas le permis de parents, mais on a toujours su s'adapter, retrouver, reconnaître les besoins de nos enfants et toujours au quotidien s'adapter. Allez-y, madame. Ça. Moi, je pense que c'est vraiment notre chemin. C'est-à-dire notre chemin, il est là. Pour nos enfants, pour tous les enfants qui sont porteurs de maladies rares, parce que, je veux dire, notre maladie rare, il y a tellement de similitudes dans les maladies rares que la prise en charge, elle est très proche. Que ça soit X fragile, que ça soit Angelman, que ça soit toutes ces maladies rares. Oui. On a un polyhandicap pour l'ensemble, pas toutes.
Et on a des similitudes. Donc dans ces similitudes, on doit tous se serrer les coudes et puis avancer dans le même sens. Je crois qu'on parcourt un petit peu tous le parcours du combattant. C'est ça. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait. On a vraiment des similitudes dans ce mesdames, parcours. Je vous entends parler. Vous êtes des super mamans, ça c'est vrai. Avoir un enfant qui est porteur d'un handicap tel que vous en parlez, c'est pas évident. Mais j'ai envie de dire, quand on se lève un matin et qu'on regarde ce qu'il y a fait pour un enfant qui a cette difficulté-là, par exemple, madame qui fait avec un enfant qui, à un moment, ne peut pas poursuivre ses études, même s'il en a envie, parce que, sur point de vue personnel, il a une déficience. À un moment, quand même, ça fait un pincement. Vous savez, quand le diagnostic tombe, on a l'impression que tout s'écoule autour de nous. Et là, nous avons deux possibilités. Lesquelles? Soit on baisse les bras, ou soit on se dit, on a de la chance. Nous, on a un diagnostic, on sait de quoi on va se battre, contre quoi on va se battre, et on va prendre le bâton de pèlerin, et puis on va aller de l'avant, et on va essayer de sortir au mieux notre difficulté, et en tout cas essayer de faire évoluer au maximum notre enfant. C'est ça. Je me tourne vers Madame Heras. Comment se fait la prise en charge, par exemple, psychologique lorsque un parent arrive, lorsque un cas arrive? Est-ce qu'il y a une organisation au sein de Alliance Maladies Rares pour soutenir déjà psychologiquement les parents? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Alliance Maladies Rares, en fait, ne prend pas en charge les cas particuliers. Ça, oui. c'est vraiment le domaine réservé des associations et on veut surtout pas empiéter là-dessus. Par contre, il y a plusieurs cas de figure qui se posent. Alors, tout à l'heure, j'entendais la nécessité finalement de parfois se rassembler, que les familles se rassemblent parce que c'est important de partager leur vécu, de partager leur bons plans, leur façon de faire. Et puis, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Et il s'avère qu'il y a des maladies qui sont tellement rares que parfois les gens sont seuls. Il y a des maladies où il y en a que quelques-unes en France. Et à ce moment-là, on appelle ça, en fait, les malades et les familles isolées. Et les malades et les familles isolées, il n'y a pas d'association. Et ça, à l'Alliance Maladies Rares, donc, on est un collectif donc, de plus de 200 associations, mais également, on accueille au sein de l'Alliance les malades et les familles isolées, sans association. On les aide par l'intermédiaire également d'autres structures qui entourent l'Alliance. Il y en a une structure en particulier qui s'appelle Maladies Rares Info Service, dont si vous voulez, je vous donnerai le numéro de téléphone, c'est très important. C'est le souhait. En fait, également, le souhait dans cette émission, c'est de pouvoir communiquer davantage sur cette réalité, c'est-à-dire les contacts possibles, comment peut faire, ce que peuvent faire les uns et les autres qui ont besoin d'être orientés. Et tout à fait. Et donc, du coup, on accueille ces malades isolés et on essaye de les faire, finalement, de faire se rencontrer des personnes qui ont qui sont confrontées à la même maladie ou à des maladies très, très voisines pour soit, si c'est possible, qu'ils créent leur propre association. On les aide à créer leur association, on les porte pour créer leur association, qu'ils deviennent membres de l'Alliance Maladies Rares ou non par la suite. Mais ça c'est un point très important. Il faut absolument pas que les gens restent isolés avec leur maladie et ne sachent pas à quelle porte frapper. Voilà. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, là où on agit justement pour répondre à votre question, quand quelqu'un arrive comme ça et une famille arrive et frappe à la porte, s'il existe une association, on va l'orienter vers cette association-là. Et puis, au niveau de l'association même, ce que l'Alliance va faire, il va en faire des réunions d'information, ils vont faire des aides, des formations, par exemple, formation à l'écoute, formation pour ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique des patients. On va aider finalement les associations à aider leurs membres. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Nous sommes encore avec des membres du collectif des Alliances Maladies Rares qui nous parlent de ces cas qu'elles vivent sont majoritairement des femmes. Il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Vincent. Nous allons prendre quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants.
Gérard Collomb a choqué hier vendredi matin lors de sa première visite officielle à Calais en tant que ministre de l'Intérieur, du moins à gauche, puisque deux partis ont officiellement réagi à son refus d'ouvrir un centre d'accueil pour les migrants pour éviter, selon lui, un appel d'air. Collomb pense-t-il que les femmes et hommes abandonnent leur pays, souvent leur famille, risquent leur vie attirés par un centre d'accueil. C'est ému donc Europe Écologie Les Verts sur Twitter, tandis que le Parti communiste estimait que ce faux fuyant est inaccessible et inhumain. Pour la première fois depuis sa prise de fonction au gouvernement, Gérard Collomb voit sa démission réclamée. Le mouvement donc des jeunes socialistes a estimé attendre autre chose d'un ministre venu de la gauche que des propos dignes de l'extrême droite, a donc demandé son remplacement par Place Beauvau. Toujours au sujet donc de Gérard Collomb, c'est une défaite normale. C'est en ces mots que Gérard Collomb, dont nouveau ministre de l'Intérieur, a qualifié la défaite de Najat Vallaud-Belkacem aux législatives dans la 6e circonscription du Rhône, désormais donc à un poste national. Gérard Collomb continue donc de distiller ses pics en local. D'après lui, l'ex-ministre de l'Éducation nationale n'a pas su rassembler, a-t-il déclaré lundi dernier matin sur France Info. Plus de 8 kilos de méthamphétamine saisis donc à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. C'est la 3e saisie de méthamphétamine en moins d'un mois et c'est aussi la plus conséquente des 3. 8 kilos de cette drogue ont été retrouvés conditionnés dans des paquets enroulés de scotch et dissimulés dans le double fond d'une valise. Le bagage appartenait donc à un voyageur en provenance de l'Afrique du Nord et sa marchandise était destinée au marché lyonnais. Après analyse de drogue, c'est révélé donc être pur à 100%, lui conférant donc une valeur de plus de 300 000 € selon le Progrès. Nous sommes rendus dans le dernier quart d'heure, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. La question que je voudrais poser donc à nos invités ce matin, c'est de savoir aujourd'hui quel souhait émettez-vous ce matin par rapport au combat que vous menez. Je vais reprendre d'abord notre auditrice de Saint-Priest, madame. Alors, quel souhait? Donc, alors moi, je dirais qu'il faut que le handicap et la maladie soient plus acceptés dans notre société. Ça, c'est un souhait pour lequel j'œuvre régulièrement, pour pas dire au quotidien. Selon vous, madame, comment se déclinerait cette acceptation? Cette acceptation par la connaissance. Le problème, c'est que moins on connaît une maladie, moins on l'accepte, moins on connaît une différence, moins on l'accepte. Alors moi, ce que je fais, donc je vous ai dit que j'étais auteur, donc je vais dans les écoles, je vais à la rencontre des enfants avec des livres pour enfants, et je parle de différence, et je parle d'empathie, je parle de tolérance, je parle d'acceptation, et je montre ma fille. Donc, pour faire bien prendre conscience aux enfants que même si on est différent, on est d'abord de l'amour de deux personnes et on peut faire la joie de ses parents. Il faut que les enfants, avec des mots simples, arrivent à comprendre que la différence est une richesse aussi. Si entendu, madame, votre message est clair, la différence est une richesse et qu'effectivement, je trouve que votre démarche est fort honorable en le sens que vous ciblez les plus jeunes pour préparer une nouvelle génération de personnes assez ouvertes. C'est très bien. Je pense que l'enfant est un vecteur pour l'adulte. Donc en transmettant au travers de livres destinés aux enfants des messages, on va obliger l'adulte à répondre aux questions des enfants. Merci beaucoup. Voilà. Votre contribution. Et merci à vous. Bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir. Madame Kiffer, que faudrait-il faire si vous aviez une doléance à mettre ce matin? Plein de vœux. Par exemple, allez-y. Plein de vœux. Alors, je ne sais pas si j'ai droit à un ou à plusieurs. Alors, pour être plus clair, en fait, le souhait serait de nous dire, en fait, vous qui êtes sur le terrain aujourd'hui, qui travaillez, qui œuvrez pour qu'effectivement, déjà, l'on puisse
savoir davantage sur ces maladies. Il y en a plusieurs, on parle de plus de 6000 maladies, c'est pas évident. Dans votre cas, ce serait quoi? Mon vœu le plus cher, eh bien écoutez, c'est ce que je vous disais, il y en a plein. Déjà qu'il y ait une meilleure connaissance de la maladie pour qu'elle soit systématiquement diagnostiquée et que les médecins aient le réflexe, parce que ça passe quand même par là. Qu'on intensifie les prises en charge avec des gens compétents, parce que c'est pas toujours le cas, c'est parfois une question de personnes. Qu'on arrive aussi à inclure un maximum, et je rejoins votre auditrice précédente, qu'on change le regard et que ces enfants soient systématiquement inclus, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le sport où ils sont valorisés, où qu'ils puissent à ce moment-là s'épanouir. C'est souvent une question de personnes. Quelquefois ça passe bien, quelquefois ça passe pas bien. Et ça, c'est très dommage. Ne pas perdre de vue qu'on a des gamins qui sont joyeux, qui sont heureux. Et il y a une maman qui me disait dernièrement, il faudrait que ces enfants-là contaminent le monde pour qu'il aille mieux. Contaminer le monde pour qu'il aille mieux, je me tourne vers Vincent. Vincent, comme je le disais tantôt, si on ne dit rien à personne, il a l'air bien et je peux dire qu'il est bien dès qu'il est là comme invité en studio. Vincent, ce serait quoi pour vous? Que souhaiteriez-vous? Bon, essayer de guérir, quoi. Et après, continuer dans le sport, comme d'habitude, quoi. Dans le sport, tout se passe bien? Ouais. Et quel sport vous faites? Je fais de la natation, je fais du basket, j'ai participé aux Jeux mondiaux d'hiver en Autriche. Félicitations. Merci. Et là, la semaine prochaine, je pars à Nantes, faire du basket, faire des matchs de basket. À quel niveau vous le faites, le sport, aujourd'hui? En compétition ou avec une association qui s'appelle Vas-y. Vas-y. Voilà. Très bien. Félicitations et vous souhaite bon vent. Merci. Pour le mot de la fin, je me tourne donc vers la déléguée départementale de l'Alliance Maladie Rare. J'entends les doléances des uns et des autres. Et du coup, j'ai envie de dire, vous, en tant que collectif, pour que le combat puisse se poursuivre, pour que les uns et les autres ne baissent pas les bras, comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, là, tout à l'heure, j'ai parlé essentiellement de ce que l'Alliance Maladie Rare faisait pour les associations, mais l'Alliance fait également beaucoup d'actions pour des actions d'information et de sensibilisation auprès de tous les publics, que ce soit le grand public, les enfants, comme on a parlé tout à l'heure, ou également les professionnels de santé, mais également en 17 ans de vie, l'Alliance est devenue, en fait, un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, en particulier en étant représenté dans pas mal d'institutions. Là, en ce moment, justement, c'est une actualité, en fait, c'est que l'Alliance Maladie Rare, en fait, essaye de bien pousser à ce qu'il y ait la mise en place de ce qu'on appelle un 3e plan national maladie rare. Il y en a déjà eu 2 qui ont été faits, qui ont permis beaucoup d'avancer, en particulier dans la prise en charge, un peu dans le diagnostic, mais c'est pas suffisant. Un peu dans la recherche également, mais c'est pas suffisant. Il faut continuer les efforts et en gros, dans ce 3e plan maladie rare que l'on appelle de nos vœux, l'idée est que on a parlé d'errance diagnostique et l'idée est que à l'horizon 2020 il n'y ait aucun malade qui n'ait pas de diagnostic posé, qui soit dans l'errance. Voilà. Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Les moyens, notre voix est entendue au niveau des pouvoirs publics, oui, et également avec d'autres associations. Donc, alors, si votre voix est entendue, qu'est-ce qui vous manque donc? Qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce qui vous manquerait pour qu'effectivement vos ambitions, vos objectifs soient atteints? Ah, mais ça, là, je parle du 3e plan maladie rare, mais oui. c'est en cours, là, ça va être, alors après, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce plan soit chapeauté de façon interministérielle, parce qu'on a vu qu'en fait, les difficultés, c'était pas uniquement au niveau de la prise en charge thérapeutique, du diagnostic, mais également de la vie de tous les jours, de la qualité de vie. Et donc, il faut que ce 3e plan soit interministériel, qui associe la santé, les affaires sociales, l'industrie du médicament, l'éducation nationale, pour qu'il n'y ait plus, en fait, d'enfants laissés sur le bord de la route et qui ne puissent pas aller à l'école. Voilà.
C'est des choses comme ça. Et donc, en fait, il faut faire, en gros, que l'errance thérapeutique et l'errance diagnostique ne soient plus une réalité. Alors, si je comprends bien aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, c'est l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique. Oui. C'est-à-dire effectivement que on peut entre autres, oui. On est souffrant, mais on passe des années sans être réellement diagnostiqué. Ah oui, il y a eu une enquête comme ça réalisée par l'Alliance qui fait que parfois, donc un patient sur 2 n'est diagnostiqué qu'au bout d'1 an et demi, et parfois 1 sur 4 n'est diagnostiqué qu'au bout de plus de 5 ans. Et il y a des différences également entre les hommes et les femmes, il y a des différences entre les enfants et les adultes, parce qu'il faut savoir que là on a parlé de maladies rares qui touchent les enfants, mais des maladies rares qui touchent des adultes, qui apparaissent après, à partir de 30 ans, 40, 50 ans. Donc tout le monde peut être, tout le monde, vous comme moi, vos auditeurs, peut être un jour confronté à une maladie rare. Alors, une personne sur 20 est atteinte d'une maladie rare. Vous avez parlé d'errance diagnostique, c'est-à-dire qu'on passe de longues années sans être diagnostiqué. On souffre, puis vient l'errance aussi thérapeutique, en sens qu'une fois qu'on a diagnostiqué le mal, il n'y a pas de traitement. En fait, il n'y a que 1% des maladies rares qui ont un traitement à l'heure actuelle. 1% seulement. Qui ont un traitement curatif. Et les autres, comment vivent-ils ? Les autres, ils ont, disons, des traitements qui aident à soulager, en fait, c'est des pansements qu'on met en fait sur la plaie, hein. Mais pour des traitements pour guérir les maladies, il n'y a qu'1% des maladies rares qui ont ça. Bien, notre magazine arrive à son terme. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup de votre invitation et de nous avoir permis de nous exprimer sur nos cas particuliers. Merci. Nous espérons avoir apporté quelques informations, quelque chose de plus aux auditeurs pour ce combat contre les maladies rares. Nous restons ouverts et sommes prêts à pouvoir relayer votre combat. Amis auditeurs, merci d'avoir été de notre ce matin. On vous retrouve donc samedi prochain pour une autre émission de 7 jours à Lyon. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.